Et en rentrant de cette expérience sur ces terroirs éloignés, eh bien, je me suis aperçu, plus je goûtais les vins ici en Champagne, plus je me suis aperçu de la chance phénoménale qu'avait cette région. C'est-à-dire qu'on était capable ici, justement, de créer cette profondeur. En fait, elle est là. Elle est naturellement là. Il s'agit simplement de l'amplifier. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer l'une des personnalités les plus respectées du vignoble champenois. Directeur général adjoint et chef de cave de la maison Roderer, Jean-Baptiste Lecaillon a bâti sa réputation sur une approche scientifique, sensible et rigoureuse. Nous nous sommes retrouvés un lundi matin, aux premières heures de la journée, pour une discussion passionnante et surtout à cœur ouvert. Un grand moment que je suis très heureux de partager avec vous. Bonjour Jean-Baptiste Lecaillon. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir ici à Reims, dans les bureaux et dans un très beau salon de la maison Roderer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour vous introduire auprès de nos auditeurs et nos auditrices ? Eh bien, je suis chef de cave de la maison Roderer, directeur général adjoint depuis une trentaine d'années. Voilà, donc depuis 1989 exactement, je suis dans cette maison. Vous avez intégré la maison directement après vos études ? Oui, Ouais. Oui, tout à fait, oui, directement, avec un petit passage aux États-Unis et en Australie, puisqu'on avait des affaires en Australie. Il a passé 1 an en Californie et puis à peu plus de 3 ans en Australie à ce moment-là. Vous êtes un enfant de la région ? Tout à fait, je suis né à Reims, oui, et ma famille est depuis des générations dans la région, dans le vignoble et hors du vignoble. Mais vous n'avez pas fait vos études ici, en tout cas votre diplôme d'œnologie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller étudier ailleurs ? On rentre dans la guerre des écoles. Non, simplement, quand j'ai eu très tôt eu envie de faire ce métier, éclairé par de nombreux grands champenois travaillant dans des maisons ou dans des vignobles de la région. Et donc, étant jeune adolescent, je me suis posé la question de quelles étaient les meilleures études ou le meilleur parcours pour pouvoir prétendre à faire ce métier dans les meilleures conditions. Et il y a une voie royale qui est maths sup, maths spé, et rentrer dans l'école d'agronomie, donc d'étudier l'agronomie d'abord, la viticulture, et puis ensuite de se spécialiser en viticulture œnologie en finale à l'école, à l'agro de Montpellier, qui est l'école française qui sort à peu près une trentaine d'étudiants par an spécialisés sur ce domaine-là. Donc très simplement, j'ai fait ma prépa, j'ai fait maths sup, j'ai fait maths spé, j'ai passé les concours et je suis parti à Montpellier. Ça vous a plu là-bas ? Oui, bien sûr. C'était fascinant avec un corps professoral exceptionnel. À une époque où on avait encore la chance d'avoir des professeurs qui étaient inspirants sur le plan et aussi pionniers dans leur recherche. C'était une certaine époque où les gens étaient très engagés sur leur recherche. Et voilà, j'ai eu cette chance d'avoir des grands professeurs en viticulture et en œnologie. Ça a changé, ça ? D'après vous, aujourd'hui ? Je pense que tout a changé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, l'approche est peut-être un petit peu plus consensuelle, un petit peu moins pionnière, un petit peu moins, il y a plus de normes, plus de choses à respecter, plus de procédures. Voilà, je pense que tout s'est un peu alourdi.
Et à Montpellier aussi, peut-être la chance que j'avais, c'est qu'il y avait l'esprit méditerranéen, avec parfois quelques coups de gueule qui apportent une dimension supplémentaire dans l'approche. L'ambiance est un peu plus feutrée en Champagne ou... Oui, alors en Champagne, c'est pas tant à la Champagne que je pensais, c'est plutôt à l'école à Paris, avec une, on va dire le mode de fonctionnement des grandes écoles françaises qui sont peut-être un petit peu plus aujourd'hui, feutrées. Alors vous rentrez en 89 chez Roderer. Comment ça s'est fait cette opportunité et quelle image vous aviez de cette maison avant d'y entrer? Ouais. Alors moi, comme je l'ai dit, je suis rémois. Hein. Je suis rémois, j'ai eu la chance, j'ai grandi ici dans Reims, je connaissais beaucoup déjà de maisons de réputation, mais bon, Louis Roderer était une maison plutôt discrète, même si Frédéric Rousseau, qui est l'actuel président de la maison, qui était un an en dessous de moi dans le même lycée, le même collège. On se connaissait peu, mais on se connaissait, c'est toujours ça qui compte. Et ensuite, il y a surtout, on connaît un peu toutes les maisons, un peu comment ça se passe. Alors Louis Roderer, c'était une maison plus discrète, qui n'était pas forcément dans mes connaissances les plus intimes de la Champagne. Et comment s'est fait ce choix? C'est-à-dire que Jean-Claude Rousseau, le père de Frédéric Rousseau, qui lui-même avait fait l'agro Montpellier, est venu un jour à Montpellier et a dit je cherche votre meilleur élève. Ça tombait bien, j'étais major de promotion et en plus j'étais champenois, donc la rencontre s'est faite tout naturellement. Et vous rêviez de quoi en rentrant ici? J'ai pas d'idée particulière. Je pense qu'on rêve de rentrer pleinement dans ce métier avec passion et avec motivation, de participer à une aventure collective. C'est ça dont on rêve. Après, qu'elle soit ici ou là, je pense que c'était pas très clair. Je pense que les planètes se sont alignées au fur et à mesure. Et les planètes sont bien alignées, parce qu'en 10 ans, vous devenez chef de cave de la maison. C'est quoi le parcours pour passer de jeune embauché à chef de cave en une dizaine d'années? Alors, je suis arrivé à une époque où on était... je pense que, déjà, on avait il y avait un gap technologique qui se passait un peu dans tous nos métiers, c'est-à-dire qu'on passait à l'arrivée de la fameuse informatique de base. Hein. On passait du papier, de la gomme et du crayon qui était, comme on notait la traçabilité dans les maisons de Champagne ou à l'arrivée des premiers PC, à l'arrivée de l'informatisation industrielle. Et ça a été un de mes premiers projets à mener au niveau de cette maison. Et ça m'a donné une connaissance intime de tous les processus et de tous les métiers. Donc je pense que j'ai pu faire grâce à ça. Personne ne voulait faire ce travail de développer l'informatique parce que c'était pas très passionnant. Mais ça m'a forcé sur ce projet-là à travailler avec chacun à tous les niveaux. Et donc, puisque je voulais diffuser cette nouvelle technologie au plus près de l'ensemble des opérateurs, et donc ça m'a donné un accès intime à chaque métier. Et en même temps, bien sûr, j'ai poursuivi un parcours de dégustation avec mon prédécesseur. Avec son prédécesseur, on avait la chance d'être 3 générations. Le chef de cave en titre, son prédécesseur à la retraite et son successeur en devenir. Et donc j'ai passé une dizaine d'années avec mes 2 prédécesseurs à discuter du style maison, à goûter les vins, à rentrer en profondeur dans cette maison en termes de goût et de dégustation. Et ça m'a permis d'avoir, au bout de 10 ans, une très bonne vision de ce que je voulais faire et de comment je voulais le faire. C'est quoi le style maison de chez Roderer, justement? Alors chez Roderer, on est très orienté terroir. C'est notre culture. On pense que notre champagne doit être issu d'abord d'un lieu, d'un terroir particulier, et doit le montrer dans sa dégustation. Alors là, il faut pousser un peu plus loin la réflexion et se dire c'est quoi la Champagne ? La Champagne, ou en tout cas la vision qu'on a de la Champagne chez Louis Roderer, c'est une vision d'abord de terroir crayeux. Et on pense que la Champagne est capable de faire des vins blancs d'une très grande finesse. On a la chance, à la fois climatiquement,
pédologiquement et historiquement, d'avoir une très belle capacité de faire des vins de très grande finesse. Ce que j'appelle la finesse, c'est des vins qui ont un équilibre, qui ne sont pas très alcooleux, qui sont en grande fraîcheur et surtout qui ont une sapidité qui nous font saliver, qui nous donnent envie d'en reboire, etc. Il y a vraiment une appétence, un caractère des vins de Champagne que j'appelle moi la finesse, l'élégance. Ils sont digestes, c'est des vins digestes, des vins faciles à boire. Et puis voilà, donc Roderer s'inscrit complètement dans cette idée que on essaye de faire des vins à la fois les plus fins, cette finesse, cette légèreté, ce côté parfumé, éthéré, qui est l'essence de la Champagne, mais en même temps, par la vision du terroir que l'on a et par la culture du terroir que l'on va faire, développer une autre dimension qui est essentielle dans les vins de Roderer, c'est la profondeur. Donc une finesse, une élégance, une délicatesse, avec en même temps beaucoup de profondeur, c'est-à-dire une sensation de longueur et de texture surtout, de matière qui fait qu'on sent que le jus est dense et le jus délivre une expression. Cette profondeur, comment est-ce qu'on la capte ? Est-ce que ça se passe à la vigne ? Est-ce que ça se passe en cave ? Oui, alors je ne veux pas être trop caricatural, c'est à la vigne qu'on la capte, hein, qu'on la mine. On va avoir, c'est le sol, c'est la partie minérale du sol, c'est les 4 ou 5 ou 6 ou 10%, je crois que chacun a une vision un peu différente, des éléments qui proviennent en profondeur du sol. Ces éléments, il y a une viticulture particulière, il y a une maturité particulière pour aller capter cette profondeur. Mais c'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il suffit pas de la capter et de la miner, il faut aussi la transformer avec élégance. C'est une ligne de crête de respecter le produit au maximum pendant tout le processus de vinification. Donc on peut la capter non seulement en la produisant, en l'élaborant, elle est dans la matière première, mais il faut aussi transformer cet ingrédient avec un savoir-faire, un respect, je pense, et une envie d'aller capter cet élément-là, et qui lui donnait une dimension, une place centrale dans le vin final. La vision que vous nous décrivez là en détail, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fortement hérité de vos prédécesseurs ? Ou est-ce que vous avez au contraire mis une patte importante à la maison ? Alors je pense que je l'ai amplifié. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance, dans ma première mission, quand on m'a embauché dans cette maison, on m'a dit déjà, avant de venir en Champagne, avant de venir dans le vaisseau amiral, 1 an en Californie, donc où j'ai participé, on avait un domaine en Californie, puis 3 ans en Australie, avec beaucoup, bien sûr, d'allers-retours. Mon bilan carbone n'était pas très bon à cette époque-là. Il n'est toujours pas très bon, d'ailleurs. Vous avez créé une marque en Australie, d'ailleurs. Oui. Janssen, qui fait des vins pétillants aussi. Une marque qui s'appelle Johns, ouais, qui était le premier effervescent de Tasmanie, de l'île du Sud. Avec un climat plutôt frais, justement. Climat très océanique, très venteux, très frais, qui permettait de donner ces vins-là. Donc j'ai d'abord bataillé dans ces terroirs que sont le soleil californien d'un côté et le vent australien de l'autre. J'ai bataillé dans ces endroits-là pour essayer de m'approcher du modèle Champagne que j'avais en tête, ou en tout cas que je connaissais, de cette effervescence. Et en rentrant de cette expérience sur ces terroirs éloignés, eh bien, je me suis aperçu, plus je goûtais les vins ici en Champagne, plus je me suis aperçu de la chance phénoménale qu'avait cette région. C'est-à-dire qu'on était capable ici, justement, de créer cette profondeur. En fait, elle est là. Elle est naturellement là. Il s'agit simplement de l'amplifier. Et c'est peut-être ça que j'ai fait, parce que je l'ai regardé avec ce prisme-là. J'ai eu cette chance d'aller goûter, et je continue d'ailleurs à goûter énormément à d'autres vins,
pour essayer de me dire, mais qu'est-ce qui fait que la Champagne est unique ? Et je pense que l'unicité de la Champagne, c'est d'être capable justement de développer cette extrême finesse avec de la profondeur. En fait, on fait un vin, mais un vin d'une très grande finesse. Ça, c'est possible n'importe où en Champagne ? Alors, c'est un peu la magie, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des terroirs plus heureux que d'autres. Il y a des endroits où ça se fait peut-être un peu mieux qu'ailleurs. Voilà, il y a des grands terroirs et il y a des terroirs un peu plus modestes. Mais pour autant, je pense qu'il y a ce dénominateur commun qui fait qu'ici, on est capable d'avoir une profondeur en plus. Alors, je dirais pas dans n'importe quel terroir, mais en général, on peut faire cette profondeur en plus. La profondeur, là, est-ce que ça nécessite un type d'agriculture particulier ? Alors, on peut l'avoir naturellement dans des terroirs, encore une fois, qui le génèrent naturellement. Mais je pense qu'une agriculture particulière, qui est celle qu'on a développée ici, et qu'on continue à développer, parce que tout ne se fait pas en 1 an, en 10 ans. Il faut travailler. Il faut se dire que tout ce qu'on fait en viticulture, c'est à l'échelle d'une génération. C'est 25 ans. C'est 25 ans qui permettent, de toute façon, quand on plante la vigne, on sait seulement 25 ans après si on a fait le bon travail. Donc, il faut avoir cette patience du temps long. Et on ne sait à la fin que si on a fait les bons choix. Il est évident quand même qu'une viticulture à bas intrants, je vais l'appeler comme ça pour pas rentrer dans les polémiques, des uns ou des autres, ou dans les écoles que certains croient ou défendent, d'autres attaquent. Je pense que c'est plutôt une viticulture à bas intrants. Ce que j'appelle une viticulture à bas intrants, c'est une viticulture en équilibre dans son écosystème. J'ai l'impression que moins on touche à un écosystème naturellement créé, plus on le révèle et plus on le rend unique. J'ai l'impression qu'à chaque fois que l'on injecte une patte extérieure, qu'elle soit humaine, qu'elle soit par le travail que l'on peut faire, ou qu'elle soit chimique, ou qu'elle soit même elle peut être biologique par certains aspects. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on injecte dans un écosystème équilibré des pratiques différentes, eh bien on bouleverse l'écosystème dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver un deuxième équilibre derrière, et c'est ça qu'il faut chercher, c'est pour ça que le temps est long. Mais il faut essayer toujours de retenir la main. Je sais que c'est pas ce qu'on apprend dans nos écoles, je sais que c'est pas ce qu'on nous dit, et je sais que humainement on aime bien maîtriser les choses et contrôler les choses. Je pense qu'on est dans un métier où il faut une certaine, je dis pas qu'il faut rien faire, mais je dis qu'il faut il faut se retenir. Voilà, beaucoup de retenue dans ce qu'on fait pour limiter les intrants, limiter les actions, limiter les perturbations. Essayer d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à ces terroirs, limiter l'impact sur la vie des sols, essayer de la développer quand on peut le faire, bien sûr, essayer d'aller dans le sens de la vie, mais ne pas essayer de trop changer les choses. Vous avez fait le choix de mettre en place des pratiques, on va dire biodynamiques, je prononce le mot, au domaine, dans la maison. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Quelles ont été vos premières rencontres, on va dire, avec les pratiques biodynamiques ? Et question corollaire, comment est-ce que vous envisagez l'application de la biodynamie justement ici ? Alors les pratiques biodynamiques, c'est une partie, c'est vraiment une partie, et je dirais même c'est une toute petite partie de l'immense travail que l'on a fait. Alors les gens aiment bien se résumer à quelques pratiques parce qu'elles font parler d'elles. On utilise bien sûr les préparations 500, les 501, la prêle, des tisanes, etc. On fait des préparations biodynamiques dans nos composts, bien entendu. Mais j'en retiens que ce sont des choses qui sont issues en fait de l'agriculture artisanale et d'une vision, dans tous les cas, qui ne peut pas faire de mal.
non seulement elle ne peut pas faire de mal, mais en plus, elle apporte à l'homme qui la pratique, et quand je dis l'homme, c'est toutes mes équipes, un sens très artisanal parce qu'on fait des choses qui sont c'est pas de la chimie, c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre. D'ailleurs, parfois on n'y comprend rien. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Mais je pense que moi je vois ces pratiques biodynamiques comme d'autres, hein, parce que c'est pas que ça, comme la sélection massale qui n'a rien à voir avec la biodynamie d'ailleurs, comme la taille qui n'a rien à voir avec la biodynamie. Je vois tout ça dans un ensemble qui est un ensemble d'être au service de la nature et d'être au service et d'essayer modestement, encore une fois, d'aller dans le sens de la nature, d'enrichir cette nature avec des facettes différentes, tout en allant chercher cet enrichissement dans des pratiques qui sont historiques, qui ont été faites par nos grands-parents pendant des années, ou nos arrière-grands-parents, et qui finalement ont été pratiquées plus longtemps ici que la chimie qui est relativement récente. La chimie, c'est 50, 60 ans. Le bio, la biodynamie, l'huile de coude, le travail manuel, c'est 300 ans d'histoire. Donc le temps très long est plutôt favorable à ces pratiques-là. Je pense, moi j'ai vécu ça, la biodynamie ou la permaculture ou la régénérative, il y a plein de termes qui viennent ensemble. Je pense que je vis plutôt ça comme le courage d'un retour en arrière. Je pense qu'il est bon, à un moment d'un modèle de développement, quand on avance et qu'on empile les pratiques, le savoir-faire, ce qu'on appelle le savoir-faire, il est bon à un moment toujours de re-questionner ces savoir-faire, de redire je fais ça parce que j'ai appris qu'il fallait le faire, mais je veux savoir pourquoi je le fais. C'est pas le comment des choses qui nous intéresse tant et qu'on apprend partout, c'est le pourquoi des choses qui compte. Le climat change. Les conditions changent. L'homme change lui-même. L'homme ne travaille plus de la même façon qu'il travaillait il y a 30 ans. Il n'aspire plus aux mêmes choses. Tout change. Eh bien, il faut re-questionner nos pratiques au regard de ces changements et ne pas rester toujours dans la même chose, dans le même modèle, toujours en rajoutant à un modèle qui existe quelque chose en plus. Je pense qu'à un moment, il est bon de dire je suis allé au bout de l'exercice, la chimie, je fais marche arrière, non pas parce que je suis contre la chimie, parce que je suis pour la chimie et la science. Je trouve que la science est plutôt favorable. C'est pour ça que j'ai du mal à m'assimiler à certaines écoles de la biodynamie qui sont contre la science. Je suis très scientifique dans mon approche. Mais je dis, re-questionnons tout, y compris les acquis sscientifiques. Les acquis scientifiques qui correspondent, encore une fois, on est dans un domaine très compliqué. Il y a de la biologie, il y a de la climatique, il y a du climat, il y a de la pédologie. C'est quand même quand on parle d'écosystème, c'est très complexe. Le biologique intervient avec le minéral qui intervient avec le climat, et tout ça, ça joue, et tout ça, ça bouge. Le climat change, nos pratiques changent, les équipements changent, l'homme change. Donc il faut avoir le courage toujours de se dire, de re-questionner les pratiques, d'aller chercher d'autres pratiques qu'on n'assimilait pas, qu'on ne pratiquait plus, et puis de voir si ça marche, et puis si ça nous apporte quelque chose. Voilà, je pense que la biodynamie a ouvert grâce à des grands pionniers, dont je ne suis pas. Il y a des gens qui sont passés en biodynamie avant nous, et que j'ai beaucoup pratiqué et avec qui j'ai beaucoup discuté. Je pense que la biodynamie a eu un certain courage de dire le modèle actuel est peut-être non durable. Faisons un pas en arrière ou un pas de côté pour essayer d'imaginer un avenir plus durable. Plus durable, à bas intrants encore une fois, en étant moins consommateur d'énergie fossile pour la chimie, essayer de retrouver un équilibre, une sobriété dans les pratiques qui fait que l'homme lui-même devient plus en équilibre dans son écosystème. Si je vous comprends bien là, ça c'est des réflexions qui devraient être générales, au moins au niveau de la région et j'imagine au niveau de
du pays ou du continent. Est-ce que si on se concentre sur la Champagne aujourd'hui, c'est des réflexions qui avancent et qui vont assez loin au niveau des instances et notamment du CIVC? Ah oui. Je pense qu'on est en Champagne, peut-être collectivement très avancé sur le dossier en termes de réflexion sur la RSE, sur le développement durable, sur ces grandes actions. Après, la difficulté, c'est les choix qu'ont faire les uns les autres. Il faut arriver à laisser les uns les autres avoir leur propre chemin au milieu de tout ça. Et il y en a qui, comme dans tout système, il y en a qui vont plus vite que d'autres, qui vont plus loin, qui poussent les phares. Il faut les regarder, il faut utiliser toute leur expérience pour enrichir le système. Et je pense que l'approche collective champenoise, elle est de cette nature aujourd'hui, d'être assez favorable. Alors après, il y a une organisation champenoise qui ralentit le système. Effectivement, comme vous le savez, le champagne, c'est quand même 70% de raisins qui sont vendus du vigneron aux négociants. Et donc les vignerons n'ont peut-être pas la perception du produit final total. Ils ont un raisin qu'ils donnent à un vigneron, mais ils n'ont pas le rendu sur le goût final, sur ce que ça peut donner, sur les choix. Et je pense que ça, c'est peut-être un ralentisseur de notre interprofession, d'avoir une famille en amont qui est peut-être un petit peu, qui est consciente de ses paysages, consciente de son patrimoine, peut-être un peu moins conscience de la façon dont le raisin capte l'essence du lieu. Voilà. Et ça, c'est à nous, les vinificateurs, d'apporter ce témoignage et d'essayer d'engager, par l'exemple, les vignerons dans la bonne direction. Mais je pense que collectivement, pour répondre à la question, je pense que la Champagne a fait un travail considérable vers des certifications environnementales qui, en 10 ans, vers les baisses de consommation chimique, d'herbicides notamment, pas partout, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement les chiffres sont plutôt favorables. Justement, les herbicides, il y avait eu un moment au niveau du CIVC, une politique d'arrêt des herbicides. Vous savez où est-ce que ça en est, ça, aujourd'hui ? Oui, alors ça continue, c'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois d'avancer. Les chiffres montrent une progression considérable de la baisse. Ça va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. Et puis, il ne faut pas se tromper. Quand on arrête... les herbicides, c'est une chose... Mais je pense qu'il y a un tout qui est plus grand. Et c'est ça la difficulté. Les gens aiment bien les raisonnements un peu simples en disant les herbicides, mais après les herbicides, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est pas suffisant. Mais c'est un élément dans les éléments. Donc je pense qu'il faut regarder le tout où est-ce qu'on progresse. Et on peut progresser un peu plus vite. Je comprends qu'il y ait des situations. Alors je ne vais pas prendre un exemple champenois, je vais prendre un exemple plutôt rhodanien. Je comprends qu'en gros Hermitage, sur des coteaux extrêmement tendus, extrêmement difficiles, des vignerons, ils ont le choix entre la pioche ou un petit peu d'herbicide. Je comprends que dans certaines situations économiques, l'herbicide, ça sauve la viticulture aussi. Donc il faut faire très attention à les grandes idées. On les partage, et je pense que tout le monde les partage. Maintenant, la vitesse où on y va, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Et la situation économique des uns ou des autres, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés de la viticulture française aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être compliqué d'expliquer aux vignerons que demain, il faut qu'ils dépensent encore plus d'argent pour faire leurs travaux, alors qu'ils ont déjà du mal à vendre leur bouteille de vin à la fin du mois, quoi. Alors je voudrais qu'on approfondisse un peu sur les questions de recherche et de science, parce qu'il me semble que une des choses que vous avez apportées dans cette maison, c'est beaucoup de recherches, notamment la sélection massale et également des recherches sur le pinot noir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez mis en place les 25 dernières années et des recherches scientifiques que vous avez faites chez Roederer ? Oui, alors je vous disais, on a parlé biodynamie tout à l'heure, une des recherches scientifiques, c'est que j'ai depuis 20 ans des parcelles en biodynamie à côté d'une parcelle en bio coupée en deux, et on vinifie tous les ans séparément et on regarde tous les indicateurs, encore une fois sur le temps long. Qu'est-ce qui différencie un vin avec les préparations biodynamiques d'un vin qui ne les a pas eues ?
Qu'est-ce qui change alors ? Alors, encore une fois, c'est des tendances. On a l'impression qu'il y a peut-être un peu plus. Le vin en biodynamie donne l'impression, et je dis bien c'est une impression qui mérite d'être vraiment triée au fil des années. On a l'impression que le vin qui a eu les préparations biodynamiques a tendance d'être encore plus sur la réserve que le vin qui a été en bio tout court. Il a une sorte de fraîcheur et d'expression aromatique qui est plus lente à se développer qu'un vin en bio. Pourquoi ? On ne sait pas, on essaie de l'expliquer, c'est compliqué. On a tendance à préférer les vins en bio au bout de 3 mois de vinification, mais au bout de 6 mois à revenir sur les vins en biodynamie. Et là, on a des tirages en bouteille pour voir dans le temps long aussi, au bout de 10 ans, est-ce que c'est toujours le cas ? On les embouteille séparément pour dire, voilà, on fait un raisin en bio et un raisin en biodynamie, c'est la même parcelle, vendangées le même jour, elles sont vinifiées de la même façon, elles sont tirées en bouteille, et 10 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est ça qu'on essaye de voir, c'est ça que j'appelle le côté scientifique, c'est de la petite science. Mais au moins, c'est rigoureux de dire... Je ne me laisse pas tenter par une idée aussi belle soit-elle. Il faut vérifier les faits. Qu'est-ce que ça fait en dégustation ? Est-ce que dans le temps long, est-ce que 10 ans, 15 ans ? Donc ça mettra 25 ans à démontrer que la différence. Il y a des millésimes, on préfère le vin en bio. Il y a des millésimes, on préfère le vin en biodynamie aussi. Il semble que les millésimes un peu frais, la bio s'en sort mieux, et les millésimes un peu humides, un peu chauds, la biodynamie s'en sort mieux. Donc tout ça, c'est des tendances, et il faut le temps long, encore une fois, pour le démontrer. Sur le plan au-delà de la biodynamie, on a ouvert, fin des années 90, on a ouvert tous les éléments. Alors il y avait les pratiques chimiques, la biodynamie, le bio, mais il y avait aussi la sélection clonale qui nous posait quelques questions, d'une part de son utilisation, peut-être une insatisfaction à l'époque en termes de biodiversité, par exemple, de dire je plante une parcelle qui fait 1 hectare avec 8000 pieds, parce qu'on plante à 8000 pieds en Champagne, 8000 pieds du même individu. Sur le plan intellectuel des années 70, c'était souhaitable, parce que c'était la vision, aller chercher les meilleurs individus. Sur le plan... aujourd'hui, dans la vision de 2021, pour nous, de 2025, pardon, pour nous, c'est de dire, c'est au contraire une faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut avoir jusqu'à 30 individus dans une même parcelle pour que ces individus ils ont un patrimoine génétique légèrement différent. C'est tous des pinots noirs, mais ils ont un patrimoine génétique tous différents. Et donc, ils fleurissent peut-être à 2 jours d'écart, à 3 jours d'écart, ils mûrissent à 2 jours d'écart, à 6 jours d'écart, parfois à 15 jours d'écart. Et ils ont une capacité, donc ils ont des cycles physiologiques qui sont légèrement décalés. On voit des individus qui sont riches en azote à la vendange, d'autres, le voisin, qui est un autre individu pinot noir, qui est faible en azote à la vendange. Il y a un métabolisme qui n'est pas le même. On a des individus qui sont plutôt précoces, d'autres qui sont plutôt tardifs en maturité. C'est pas la même chose non plus en termes de métabolisme. Et donc, on a une richesse là, on a quelque chose qui est formidable, de diversité génétique intravariétale, à l'intérieur même de chaque cépage. Et ça, on s'en est rendu compte à la fin des années 90, et on s'est dit, là aussi c'est une pratique des anciens, parce qu'il y a 100 ans, c'était très bien connu par les anciens, on s'est dit, il faut aller rechercher dans les vieilles parcelles tous ces individus et relancer une sélection sous forme d'un conservatoire et de les requalifier, de repasser du temps. Donc on a aujourd'hui des ingénieurs agro en stage, des BTS en stage, des licences de la vigne en stage. On a 8 à 10 différents stagiaires tous les ans. Donc on a un gros effectif de jeunes étudiants avec un pilote qui est ici dans nos équipes. Qui essayent de noter la floraison différente, la maturité différente, les analyses différentes. Et de pouvoir en faire une force de résistance naturelle. Je parlais tout à l'heure de bas intrants. Si on veut être bas intrants, il faut avoir des profils génétiques différents qui résistent, chacun à sa façon, chacun à un moment différent,
aux différentes attaques des maladies. Voilà, ça c'est une dimension sur laquelle on a beaucoup travaillé depuis 20 ans. Aujourd'hui, on a une collection de plus de 150 différents pinots noirs. On est en train d'en replanter d'autres. Dans 5 ans, la collection, elle sera de 400 individus. Donc on a 400 individus de pinot noirs différents qui ont jusqu'à 15 jours d'écart de maturité différente et qui ont des résultats analytiques. D'ailleurs, je vous quitterai tout à l'heure pour déguster une quinzaine d'individus qu'on a déjà dégusté plusieurs fois et qu'on redéguste pour dire, celui-là, il est un peu plus salin, celui-là un peu plus fruité, celui-là un petit peu plus en texture, voilà. Déterminer leurs différences de goût pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, au final, être des agents, des vecteurs de goût qui permettent d'agrandir notre choix et notre complexité. Donc il y a 2 angles à cette recherche. Il y a l'angle résilience génétique, adaptation au climat des individus. Et puis, il y a d'autre part un autre angle qui est l'angle du goût, diversifier le goût pour avoir une palette la plus large possible qui permet, au moment de l'assemblage, de faire des choses d'une grande complexité. Ça vous laisse une palette de choix énorme. Là, vous nous parlez des individus, mais après, il y a l'adéquation entre chaque individu et le lieu où on envisage de le planter. Comment est-ce que vous faites votre choix quand vous avez une parcelle à planter ? Alors là, on est dessus, c'est-à-dire il a fallu 20 ans pour faire cette collection, et au bout de 20 ans seulement, on est en capacité de la replanter, de l'utiliser. Donc là, on est en plein sur le sujet. C'est ce sujet-là aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est comment faire. Alors on a déterminé qu'il fallait au moins 30 individus, assez voisins, qui ont 3 ou 4 jours de maturité équivalente. Donc plantés par unité de 30, au hasard. Et bien entendu, on a 3 familles d'individus. On a, sur les 15 jours, on a les individus des 5 premiers jours, les individus du milieu et les individus de la fin. Donc des précoces, des, on va dire, normaux et des tardifs. Eh bien, aujourd'hui, très simplement, un terroir plutôt tardif, c'est-à-dire un terroir plutôt frais, plutôt exposé à la difficulté de maturité, on va les mettre des individus précoces qui vont faire un cycle un peu plus court. Vous avez un exemple de terroir tardif ? Oui, alors par exemple des terroirs de la vallée de l'Ardre, qui sont des terroirs très tardifs, qui ont généralement 10 jours derrière Haï, par exemple. Si on prend Haï comme référence, on est 10 jours derrière. Eh bien, on va plutôt mettre la série précoce. À l'inverse, sur un terroir plein sud, type Cumière, qui est un amphithéâtre extrêmement protégé, on va essayer d'aller mettre des terroirs, des individus tardifs pour allonger le cycle et retarder leur maturité. Chemin faisant, on se rend compte quand même, et ça c'est intéressant, que les individus que l'on sélectionne, qu'on a sélectionnés dans différentes parcelles de la Champagne, gardent quand même relativement, même s'ils sont plantés dans un autre endroit, le goût du terroir d'origine. Et ça nous interpelle beaucoup en termes de génétique. C'est-à-dire que, et c'est une question, elle est ouverte, et je ne suis ni généticien, et je pense qu'on n'est pas en mesure de dire ce dont il s'agit, si c'est de la génétique, de l'épigénétique, etc., mais de dire... il est étonnant qu'un individu sélectionné à Haï soit planté à l'autre bout de la Champagne et goûte toujours un peu Haï. Donc ça voudrait dire que ces cépages qui sont très anciens, qui sont issus de sélection massale locale, donc ça fait probablement 100, 150 ans, 200 ans qu'ils sont en Champagne, probablement dans le même secteur. Est-ce que ces individus, c'est une question ouverte, n'ont pas muté, ce ne sont pas adaptés à ces lieux pour développer un goût particulier. Et quand on parle de goût du lieu, on peut peut-être ouvrir la discussion. Beaucoup de gens pensent que c'est lié à un climat, à un sol et à une exposition. J'ai l'impression, on touche du doigt quelque chose qui nous excite un peu en ce moment, c'est de dire que finalement, il y a peut-être quelque chose d'encore plus puissant qui serait
l'adaptation du végétal au lieu. Et le végétal aurait peut-être un goût encore très particulier. J'en discutais avec notre ami Arnaud Lallemand, qui est chef étoilé ici à Reims, et qui me disait, mais moi j'ai un potager, je mets mes herbes pour faire mes sauces. Eh bien ici, je sors mes herbes, elles ont un goût de ce terroir-là, elles sortent avec un goût salé, alors qu'elles ne l'ont pas ailleurs. Alors ça, c'est l'effet terroir, c'est pas l'effet génétique, mais je pense qu'il y a une combinaison. En tout cas, il y a une combinaison qui fait que un individu s'adapte au lieu. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faudra ouvrir, c'est garder cette adaptation au lieu, ne pas la diffuser. C'est-à-dire, alors tenter de la diffuser, s'observer si on la perd ou si on la perd pas, mais en tout cas essayer de, voilà. La génétique, s'il y a un message que j'aime bien donner aujourd'hui, c'est que finalement, le terroir, c'est peut-être aussi, une grande partie du terroir, c'est probablement le végétal qui vit dans ce terroir depuis des années. De même manière chez un homme. Hein. Le territoire, c'est les familles qui y vivent depuis 3 générations. C'est un territoire qui a développé son identité. Je pense que le végétal, probablement, suit ce même chemin. Donc ça veut dire que vous prenez un pinot noir d'Ailly, que vous plantez à Cumières pour X raisons, sur sa vie entière, on va dire sur 70-80 ans, peut-être plus si on a de la chance. Ce pinot noir d'Ailly va avoir un petit peu de garder son caractère d'Ailly, mais petit à petit va évoluer pour devenir... Voilà. Un pinot noir de Cumières. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui sera de la génétique ou de l'épigénétique, hein, l'épigénétique étant la mutation rapide, la génétique étant la mutation longue. Qu'est-ce qui restera? Est-ce qu'il ne deviendra pas Cumière au fil du temps, etc. Donc, il faut qu'on se pose la question, peut-être, et là, je reviens à la replantation, de dire les individus qui ont été sélectionnés à I doivent retourner à I pour continuer cette sélection. Sélection d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, bio, pas bio, je pense que cette sélection, on la rouvre dès lors qu'on se remet en bio. Hein. Je pense que le fait d'avoir abandonné le bio dans les années 70 avec l'arrivée de la chimie, je pense que on était bio jusqu'aux années 60. Hein. Il n'y avait pas de chimie, on a fait des siècles de bio. Ensuite, la chimie est arrivée et je pense qu'on a mis une couverture. On a tellement protégé la vigne qu'elle ne s'est plus adaptée comme elle s'adaptait avant aussi. Avant, elle devait se battre contre les maladies, créer des défenses le plus naturelles possible, pas toujours suffisantes. Hein. Mais je pense qu'on a, avec la chimie et la protection par les pesticides, on a certainement créé et puis les fertilisations chimiques aussi, hein, qui ont nourri la vigne un petit peu excessivement. Je pense que tout ça, ça a participé à ralentir le phénomène d'adaptation de la vigne à son climat. C'est pour ça qu'il faut revenir en bio pour que la vigne se réadapte à son climat, qu'elle se réadapte à un sol qu'on ne va pas nourrir avec de l'azote et de la potasse comme on fait avec la fertilisation chimique, et qu'elle serait donc un régime méditerranéen et pas un régime trop chargé en aliments. Donc revenir à un régime un petit peu plus frugal, où la vigne doit un peu se battre pour survivre, et puis un peu moins de protection de maladies aussi, parce qu'il faut que les maladies rentrent. Quand je dis maladies, les insectes, les champignons, les bactéries, il faut que les maladies rentrent, parce que si les maladies ne rentrent pas, la vigne ne connaît pas les maladies. Donc il faut que c'est de la même façon que on a un système immunitaire qui doit croiser des maladies pour se rendre de plus en plus puissant. Mais la vigne, c'est pareil, elle a besoin si on lui interdit tout contact avec ses agresseurs, elle va pas s'adapter, et donc elle va pas développer un système ou une sélection naturelle qui fera qu'au bout du compte, le lieu aura ses individus particuliers. Alors chez Illa-Bas-le-Bon, parce que ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de lieu, et vous l'avez mentionné la première fois en parlant du style de la maison, comment est-ce que ça se traduit dans la gamme, cette notion de lieu dans les vins ?
Alors, le lieu dans les vins, c'est déjà... Moi, ce qui est très important, j'ai 420 lieux dans mon vignoble maison. Dans les parcelles, nous avons 250 hectares. Nous exploitons 260 hectares, mais on a 250 hectares Roederer. Et sur ces 250 hectares, j'ai 420 lieux. Ces 420 lieux, je les vinifie dans 450 cuves différentes. Donc ça, c'est très important. Chaque lieu est vinifié à part. C'est fondamental. C'est-à-dire que si on veut avoir une connaissance intime des lieux, il faut goûter les lieux régulièrement, chaque année, etc. Donc il faut les vinifier à part. On ne peut pas avoir une connaissance intime du lieu si on ne vinifie pas à part systématiquement. Quand j'entends là par vinification, première fermentation. Donc une vinification comme un domaine bourguignon, un domaine bordelais, j'imagine. Voilà, de séparer les choses et de les tester, de les goûter, de les évaluer. Juste me permets, toutes les vinifications, les premières fermentations, sont faites dans le même type de contenant pour tous les lieux ? Non, il y a du bois et de l'inox. On travaille à peu près à 30% bois, 70% inox. On va varier suivant le vin. On va dire que les vins qui sont plutôt mûrs, plutôt en puissance, on va les mettre dans le bois. Et les vins plutôt à l'équilibre, plutôt juste, on va les mettre en inox plutôt. Et ça, c'est quelque chose que vous savez parce que vous avez une connaissance intime des terroirs. Il y a une sorte de colonne vertébrale que vous retrouvez année après année. Oui, et puis on a goûté les raisins avant la vendange. Et on sait bien et on a regardé les analyses. On analyse tous les raisins, tous les jus. On boit des jus qui sont plus ou moins équilibrés, etc. Donc on prend des paris, c'est du feeling à la vendange. Mais vous avez raison, les lieux ressortent souvent la même tendance. Donc on a cette connaissance. Donc connaissance intime du lieu, ça c'est fondamental. Après, et c'est à partir de ces lieux qu'on va faire l'assemblage. Donc on a un deuxième métier en Champagne. Un chef de cave en Champagne, il a deux métiers. Il est vinificateur. Alors chez Roederer, je suis en plus vigneron parce que j'ai mes 260 hectares. Il est vinificateur, comme un vinificateur de Bordeaux ou de Bourgogne, première fermentation. Mais il a un autre métier, c'est qu'il fait une deuxième fermentation. Cette deuxième fermentation, la prise de mousse en bouteille, qui est créée, qui fait suite à l'assemblage, et je lis forcément l'assemblage champenois à la deuxième fermentation et non pas à la première, c'est de recréer, à partir de ces lieux, de recréer quelque chose qui est, alors qu'on va appeler, certains appellent ça le goût maison. C'est plus que le goût maison. Moi, je suis pas perçu. Le goût maison, je suis pas sûr qu'il y ait un goût maison. Il y a un style, une idée de ce que ça doit être, c'est-à-dire de ce que doit être un vin de champagne, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc à partir de là, on va recomposer et refaire les équilibres en essayant de créer cet univers parfait de début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche. Avoir quelque chose qui est cohérent. Alors, on va dire, pour simplifier pour être très simple, on va dire début de bouche, le meunier, milieu de bouche, le pinot noir, fin de bouche, le chardonnay. Pour être très simple. Mais c'est ça aussi. Ou alors, on peut le dire aussi d'une autre manière, début de bouche, les argiles, milieu de bouche, les argilo-calcaires, fin de bouche, les calcaires. On peut avoir une lecture aussi de sol, une lecture de cépage, une lecture de sol. En fait, il y a beaucoup de lectures. On peut dire début de bouche des meuniers de Mutigny, milieu de bouche des pinots noirs de Mareuil et fin de bouche des chardonnays d'Avise. On a aussi une lecture, et on peut faire la même lecture sur les lieux, début de bouche par ce lieu-là, milieu de bouche par ce lieu-là et ce lieu-là. Donc, le champagne idéal et équilibré, l'harmonie, la recherche d'harmonie, je parlais tout à l'heure de finesse, profondeur, j'ai peut-être oublié un élément, harmonie. Alors, sachant que les deux doivent être harmonieusement mêlés, cette harmonie, en Champagne, c'est l'assemblage. C'est obligatoire ? Enfin, en tout cas, d'après vous, c'est fondamental. On peut atteindre l'harmonie qu'en assemblant. Je vais être à la fois, je vais dire oui et non. Oui, si on veut l'harmonie tous les ans, oui. Parce qu'un lieu n'est pas capable de donner tous les ans la même harmonie. Il peut être excellent et harmonieux une année, et l'année suivante, ne pas être au rendez-vous.
C'est là, et je pense qu'en Champagne, plus qu'ailleurs, parce que la Champagne, c'est quand même un lieu particulier avec un climat extrêmement instable. Hein, on est à la frontière entre climat océanique et climat continental. La rencontre entre l'océan et le continent, il est au-dessus de nos têtes. Alors parfois, le continent gagne et on a une année chaude et sèche. Parfois, l'océan gagne en année humide et fraîche. Et on a toutes les variations entre ça. On a les 50 nuances de climat en Champagne. Et c'est pour ça qu'on a inventé les vins de réserve, qu'on a inventé l'assemblage. C'est pas pour rien, hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui a dit je vais faire un assemblage, tout ça. C'est parce que c'était pour combattre cette irrégularité d'une année à l'autre. Il fallait arriver à recréer l'équilibre qu'on n'avait pas parce qu'on était trop mûr, et puis l'année suivante pas assez mûr, et puis voilà. Donc les champenois, c'est un savoir-faire champenois qui a été développé, et je pense que ce savoir-faire, encore plus aujourd'hui avec le changement climatique, on en a besoin. Le changement climatique, pour moi, c'est une tendance de réchauffement, certes, mais c'est surtout des variations extrêmes en permanence qui fait que, que ça change. Je pense que les matières sont encore plus différentes. En plus, on vendange de plus en plus tôt, donc on a des matières qui sont de plus en plus différentes d'un millésime à l'autre. Donc l'assemblage est en Champagne, pour moi, encore plus important pour s'adapter au changement climatique. Il n'empêche, c'est l'autre versant de la pièce, qu'il y a des lieux magnifiques, j'en ai, qui sont capables tous les ans de faire des choses magnifiques et identitaires, extrêmement qu'on est capable de reconnaître, mais ces lieux, ils sont rares, et moi, ils n'ont d'intérêt dans mon équation, ils n'ont d'intérêt que s'ils sont régulièrement identitaires. C'est-à-dire s'ils ont une signature. Une signature qui sera peut-être pas l'harmonie, mais qui sera autre chose. Et là, ça m'intéresse. Et donc ça peut donner lieu à des parcellaires. Alors moi, aujourd'hui, dans notre gamme, puisque c'était la question initiale, dans notre gamme, j'ai 3 parcellaires de vin tranquille. Parce qu'il n'y a pas que les bulles, il y a les coteaux champenois. Donc j'ai un parcellaire de Mareuil, un parcellaire de Dizy en pinot noir rouge. J'ai un parcellaire du Ménil-sur-Auger en chardonnay tranquille. Les fameuses cuvées Camille. Les cuvées Camille. Et j'ai des parcellaires. Chaque année, j'en bouteille à peu près une dizaine de parcellaires, qui sont des parcellaires différents chaque année. Chaque année, depuis une vingtaine d'années, j'en bouteille les 10 meilleurs vins, ou les 10 vins les plus identitaires des 420 lieux. Et voilà, ça fait 20 ans que j'accumule cette collection, et on arrive à un moment où on s'aperçoit que y a des lieux qui s'y retrouvent assez souvent. Et je pense qu'on est prêt maintenant, et je vous parlais tout à l'heure du temps long, d'une génération. Je pense qu'après 20 ans d'investigation sur ces lieux différents, on va être en mesure, peut-être, de commercialiser certains de ces lieux. Vous nous avez beaucoup parlé de réflexion, d'expérimentation, d'un début de recherche scientifique. Est-ce que ça faisait partie déjà de l'ADN de la maison, ou est-ce que c'est votre touche personnelle qui a apporté ça ? Alors on avait toujours dans la maison il y a eu une volonté dans la maison toujours d'être à l'avant-garde des techniques, des nouvelles techniques. Je pense qu'on est une des premières maisons, par exemple, à avoir installé du remuage automatique quand il est arrivé en Champagne. On avait une vision peut-être à l'avant-garde technologique, certainement, y compris sur certains équipements pour les tracteurs, des automates de pulvérisation, des choses comme ça. Je pense qu'on était très en avant sur ces moyens-là, ce qu'on appelle viticulture de précision. On a attaqué des morceaux plus larges et plus gros. Je pense que comme la sélection massale, comme le bio, le pas bio, la biodynamie et tout ça, le sol, sont des gros morceaux qui demandent peut-être à se structurer un petit peu plus, un peu mieux. Donc voilà, encore une fois, on a peut-être amplifié le phénomène. Au départ, pour essayer de comprendre, et puis à la fin, ça devient une culture en fait. L'innovation
sobre. Hein. Je dis toujours, on travaille à mes équipes, je dis on travaille à l'innovation sobre. Je veux une innovation qui me fasse diminuer des intrants. Si c'est une innovation pour engager encore plus d'énergie, de produits et autres, elle m'intéresse pas, elle m'intéresse moins. Hein. Donc, mais les intrants, ils sont de plusieurs natures. Ça peut être une innovation intéressante qui fait gagner de la productivité parce que c'est des tâches compliquées. C'est une innovation qui m'intéresse. De la précision, de l'innovation sobre, ça c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. En préparant cette interview, j'ai appelé quelqu'un que vous connaissez un petit peu, c'est Jérôme Baudouin de la revue du Vin de France, qui a quand même grandement participé au fait qu'on soit là aujourd'hui. Et je me fais son relais, il aimerait vous poser une question. Est-ce que la biodynamie, ça a changé votre rapport à la science ? Alors la biodynamie, avant la biodynamie, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi c'est la permaculture qui m'a changé. J'ai eu la chance de rencontrer en Australie Bill Mollison. Récemment, je suis allé au Japon voir le petit-fils de Masanobu Fukuoka, donc le père du régénératif et du no farming. Je pense que la biodynamie, comme toutes ces approches, qui, en fait, elle a changé mon regard sur la science dans une certaine mesure. C'est-à-dire que la science aujourd'hui, les scientifiques demandent à la biodynamie, demandent à la permaculture, demandent à toutes ces nouvelles techniques de faire la preuve qu'elles sont efficaces. Et je me demande parfois si la science s'impose la même figure. La même obligation. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à la biodynamie et au bio de prouver qu'ils sont efficaces, etc., et que de faire des essais qui sont lourds, qui sont compliqués à démontrer, etc., par rapport à un témoin qui est les pratiques actuelles. Je pense que là aussi, on est faussé au niveau scientifique. Donc je pense qu'effectivement, cette approche-là, mais je pense que c'est pas la biodynamie qui l'a fait, c'est que je l'avais déjà. J'avais déjà ce doute scientifique, on va dire. La première qualité de la science, on va dire comme ça, c'est le doute. La première qualité d'un scientifique, c'est le doute. C'est de savoir, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais prouvé, il faut redémontrer toujours, etc. C'est le doute qui fait progresser la science. Le problème de la science d'aujourd'hui, c'est qu'elle est sachante, ou elle dit être sachante, et elle n'est pas toujours sachante. On a vu pendant le Covid que les scientifiques n'étaient pas si sachants que ça parfois, même s'ils étaient très sachants sur les plateaux de télé. Donc il faut être très modeste. Je pense qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, et il faut imposer à la science la même chose, quoi, le même doute scientifique. On est tous dans le même mouvement, j'allais dire dans la même galère, dans le même mouvement. Il faut. Alors, je finirai quand même sur la science parce que le mot science, je suis un scientifique, je reste un scientifique et j'ai beaucoup d'espoir dans la science. Mais la science ne me fait pas peur. La science qui cherche ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est l'usage de la science que l'on fait, qui de temps en temps, c'est la notion de progrès. Quand la science devient pratique et transposable, quand les pratiques scientifiques se transforment en pratiques industrielles ou pratiques agronomiques, ça devient du progrès. Sauf que je pense qu'on a une vision du progrès qui n'est pas tout à fait, qui est pas tout à fait la bonne. Je pense qu'on est capable, au nom du progrès, de faire des abus de chimie, des abus de produits. Voilà, mais heureusement que les produits existent. Vous nous avez expliqué que vous avez passé 10 ans quand vous êtes arrivé ici avec les générations de chefs de cave précédentes. Est-ce que vous pensez à l'avenir de votre profession au sein de la maison et quelles seront ses missions à ce successeur? Oui, bien sûr. Alors ça, j'ai dans mon équipe, j'ai 5, on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 6 à goûter ensemble. Il y a toutes les générations, il y a des trentenaires, il y a des quarantenaires, il y a des cinquantenaires.
avec l'idée que cette génération, je goûte toujours avec eux, tous. Et j'ai dit, il y a des trentenaires, il y a des moins de 30 ans, il y a un moins de 30 ans aussi. Cette idée de la transmission, elle est permanente. Après, il faut qu'il y ait dans le lot une personne qui sorte et qui montre ses capacités, son envie, sa motivation et sa connaissance fine. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un que j'ai identifié dans cette équipe, que j'ai fait progresser d'ailleurs, qui est nommé maintenant depuis quelques années, depuis 4 ans, qui a été nommé chef de cave adjoint. Donc je lui ai donné le titre d'adjoint pour le positionner par rapport à ça. Et il est identifié maintenant. Alors ça tombe bien, ça fait 20 ans que je travaille avec lui, donc ça va bien. Et qu'il a travaillé sur tous ces sujets, plutôt par le côté vignoble. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un du vignoble que je fais monter sur les vins. Ça, c'est intéressant aussi. C'est peut-être une approche particulière. Et Roderer se distingue probablement en Champagne de beaucoup de maisons. Le vignoble est fondamental. L'approche, tout commence au vignoble. Et avant même de parler de vin, on parle de vigne. Et ça, c'est fondamental. Il y a beaucoup trop... mais c'est lié à la séparation entre les vignerons et les vinificateurs. Il y a beaucoup trop de vinificateurs qui ne connaissent pas assez, à mon avis, la viticulture. On peut donner son nom à cette personne, peut-être ? Oui. Alors, aujourd'hui, j'espère que... Oui, il s'appelle Johan Merle. Il travaille depuis une vingtaine d'années avec moi. On arrive à notre dernière question traditionnelle. Est-ce que Mais je ne suis pas parti. Hein. Non, on n'essaye pas de vous pousser dehors. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Oui, de toute façon, ça se voit, je pense, à 100 ans, plutôt que ça sur ce programme. Je pense que, de toute façon, ce métier ne peut être vécu que passion. On se fait avaler par ce métier, ou on ne le fait pas. Donc, on pense vin, on dort vin, 7 jours sur 7. On a toujours une bouteille qui sort et qui nous fait repenser, qui nous ouvre des nouveaux horizons, parce que, y compris le week-end, et on réfléchit, on se dit. Je pense que le vin, c'est ça, c'est tellement culturel et passionnant, historique, c'est histoire, c'est géographie, c'est chimie, c'est biologie, c'est pédologie. On fait toutes les sciences, en fait. Toutes les sciences appliquées sont en jeu. Et encore plus peut-être en Champagne, vu la taille de nos exploitations, parce qu'on est encore... la taille fait qu'on est structuré aussi. Hein, donc on est obligé... on n'a pas que 2 hectares. Hein, il y a 260 hectares à faire tourner. Des équipes, plus de 100 personnes dans mes équipes. Donc... je pense qu'on est complètement... on peut vivre ce métier qu'en complète passion et donc en plein bonheur, parce que sinon, si on fait ce métier avec le stress et avec trop de pression, on ne fait pas du bon vin. Moi, je dis toujours, le vin se goûte comme son vinificateur. Si le vinificateur est stressé, veut trop faire, veut trop plaire à certains critiques ou autres, ce vinificateur va forcer le trait de beaucoup de choses et va aboutir à quelque chose on ressentira cette envie de trop faire. Je pense qu'il faut vivre ce métier avec une grande philosophie, un grand recul pour que les vins soient aussi détendus, souriants et finalement remplissent leur rôle, hein, qui est de réunir les gens avec plaisir, avec douceur, avec envie de se voir et pas de tremper les lèvres et puis dire ça y est, j'ai pas envie d'en boire une deuxième gorgée. Merci Jean-Baptiste Lecaillon. Merci beaucoup. Vous vous en doutez, chers auditeurs et chères auditrices, cette conversation aurait pu durer des heures. Mes questions et les réponses de Jean-Baptiste ont ouvert d'autres pistes de réflexion passionnantes qui, je l'espère, vous nourriront.
Merci Jean-Baptiste pour cet échange et bravo pour le travail de toutes les équipes de la maison. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!